Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais parler d'impression 3D filament, plutôt, on va dire, orienté technique, design produit, conception, plutôt une machine orientée vers les makers, les designers, et un petit peu moins sur le côté finalement figurine, déco et ce genre de choses. J'ai à côté de moi la Chidi Max 4, imprimante 3D, justement plutôt orientée pour ce genre d'usage. Je précise dès maintenant que c'est la première fois que je teste une machine de cette marque, Chidi, avec voilà ce modèle. Depuis quelques temps, il m'avait contacté, j'avais dit non, etc. et tout. Et puis mes collègues youtubeurs Isidon et Technapa m'ont dit Thomas, franchement, essaye cette marque-là. Ils font des machines justement qui ont des spécifications plutôt assez alléchantes pour un prix, on va dire, plus ou moins contrôlé. Et donc, lors du Formnext, avec quelques discussions avec Chidi, j'ai dit ok. Ils m'ont envoyé donc la Max 4, dernière machine. Et ça m'intéressait quand même pas mal parce que vous avez vu dans certaines vidéos récentes sur la chaîne, je parle quand même plus de filaments techniques, mais plus le temps avance et plus j'ai des besoins justement particuliers où on me fait des demandes. Vous allez voir notamment un peu plus tard dans la vidéo avec des besoins qui nécessitent des filaments techniques qui vont avoir besoin d'une machine qui peut monter par exemple très haut en température. Alors si on parle un peu des spécifications, on est sur un volume plutôt grand. On est sur du 39 par 39 par 34 cm. C'est une des plus grandes machines au format Core XY. Ça veut dire que vous avez vraiment de la place pour faire des grands objets, bien sûr des petits objets éventuellement en plus grande série, mais surtout tout ça il va falloir éventuellement parler de précision. Alors au niveau des moteurs qui vont traîner l'ensemble, ils sont en boucle fermée, en close loop, pour savoir un petit peu où se trouvent les positions, s'il y a des pas qui sautent et tout. Vous avez au niveau des vis, on va dire sans fin, des tiges filetées, vous avez un pas de 2 mm en hauteur, ce qui fait que c'est quand même relativement précis. Vous avez un système anti-backlash pour justement fiabiliser, notamment lors des petits Z-Up, la qualité d'impression. Vous avez au niveau des courroies pour le déplacement des moteurs horizontaux, des courroies avec une incrustation au niveau des dents qui est relativement dense, donc c'est pareil pour avoir une meilleure précision. Le tout permet de monter jusqu'à une vitesse d'impression annoncée de 800 mm par seconde, donc on peut aller très très vite, l'accélération à 30 000. Bon, bien évidemment, tout ça, ce sont des spécifications sur le papier, on imprime rarement à cette vitesse-là, ce qui veut dire que on est censé, d'un point de vue mécanique, le tout associé avec ce format Core XY et un châssis super rigide, avoir des impressions d'hyper bonne qualité, éviter le ghosting et ce genre de choses. En plus de tout ça, vous avez une buse qui monte jusqu'à 370 degrés. C'est quand même dans les plus hautes températures au niveau des buses. D'ailleurs, la buse en elle-même, il y a même un petit heat break en céramique entre deux pour éviter les remontées de température. Vous avez à l'intérieur une chambre chauffante qui monte à 65 degrés, qui est ventilée. Le plateau monte à 120 degrés. Vous avez donc toute l'aspiration, etc. autour de la machine. En complément, vous avez le Polar Cooler, petit boîtier externe. Alors, c'est une option payante. Lorsque vous faites une précommande, vous l'avez avec, qui permet d'envoyer sur la tête d'impression de l'air à environ 10 degrés Celsius. Alors, quand on dit sur la tête, c'est plutôt au niveau de l'arrivée du filament avant d'arriver dans la buse. Oui, si vous utilisez la chambre chauffante, notamment sur du PLA, qui permet d'éviter justement du wrapping sur les côtés ou la séparation de couches, ce filament va arriver à la bonne température avant d'être fondu et pas avoir justement un filament qui est trop chaud, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'options pour le contrôle et point aussi important, la buse est annoncée pour un débit de 40 mm3 par seconde, ce qui veut dire qu'effectivement, on est censé pouvoir imprimer très très vite et être capable de sortir quand même pas mal de débit. Et un point complémentaire que j'oubliais, la Chidi Box au-dessus, qui est donc ce boîtier multicouleur proposé en option sur la machine, inclut un système pour sécher les filaments, que ce soit pendant l'impression ou éventuellement à part, en faisant y compris la rotation des bobines pendant ce système-là. Et si même vous ne voulez pas justement, vous n'avez pas accès à ce Chidi Box, la machine a un mode, vous mettez vos bobines directement sur le plateau et tout va chauffer à l'intérieur pour faire office de système pour déshydrater, sécher vos filaments. Donc petit bonus, mais qui est vraiment fait pour l'intérieur. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Tout ça pour dire que en théorie, on est censé pouvoir imprimer des filaments qui montent très très haut en température. Vous allez voir un peu plus tard, j'ai fait notamment du PPS renforcé en fibre de verre, avec une température relativement élevée. Enfin voilà, on peut vraiment aller très très loin
sauf peut-être des filaments vraiment très spécifiques comme du PIC, mais là j'ai envie de dire ce n'est plus ce genre de machine qu'il va vous falloir. Je vous épargne les petits trucs en plus comme la caméra IA qui est censée détecter les spaghettis que j'ai désactivé parce que je n'y crois pas, quelle que soit la machine. Vous avez le système de ventilation avec une filtration pour éviter justement les microparticules et tout. Bah oui, vous allez faire des filaments techniques donc directement disponibles à l'arrière de la machine. L'imprimante est composée de matériaux principalement inifugés en cas d'incendie. Bon, j'ai envie de dire, c'est un petit détail, mais pourquoi pas. Et vous avez sinon pour le reste, au niveau de la tête, alors un entretien relativement facile, surtout un système pour éviter les bouchages, des poignées sur le côté de la machine pour facilement la trimballer. Je vous le dis dès maintenant, elle pèse un âne mort, donc ouf, c'est relativement difficile, mais pourquoi pas. Le plateau, le dessous en fait de la machine, en dessous du plateau qui va recevoir pas mal de petits déchets, il est en fait directement aligné avec la sortie sur l'avant au niveau de la porte de l'imprimante, donc très facile de nettoyer les petits déchets. Et cette porte, elle s'ouvre à 180 degrés pour un accès facile, c'est assez cool. Vous avez sur le dessus une plaque en verre qu'on peut coulisser pour laisser passer la ventilation. Alors, c'est pas motorisé, c'est manuel, mais on peut comme ça la coulisser même si vous avez le boîtier au-dessus, des petits vides sur le côté, le bouton d'alimentation qui est sur le côté, alors un peu derrière certes, mais qui n'est pas complètement derrière la machine. Donc voilà, sur le papier, tout ce que je veux dire, c'est que cette machine a des spécifications plutôt alléchante, surtout si on considère le prix. On est un tout petit peu plus de 1000 € TTC, la machine, le modèle entre guillemets de base monofilament, et vous arrivez à peu près à 1200 € pour la machine avec le Chidi Box en plus. Donc, si vous prenez le pack complet, et en plus avec le couleur qui est offert en ce moment, 1200 € pour autant de spécifications et surtout un tel volume d'impression, c'est quand même très attirant. Maintenant, on va voir si la machine correspond justement à ces spécifications. Et avant d'attaquer, dites-moi en commentaire si ce genre de machine, pour vous, c'est plutôt ce que vous recherchez. C'est-à-dire quelque chose qui est capable d'ingurgiter tout type de filaments, et principalement des filaments techniques, parce que vous faites plutôt des pièces de conception, de design, des pièces qui auront besoin de résistance à l'impact, qui soit plus ou moins rigide. Bref, voilà, dites-moi ça, ou si plutôt vous êtes imprimante classique, si on peut dire, multicouleur, pour faire des objets plutôt illustratifs, voilà, de déco, des figurines, des éléments articulés, etc., etc. Et puis tant que vous y êtes, vous likez la vidéo, éventuellement, si vous êtes sur portable, vous la boostez, ça va aider effectivement à faire monter tout ça dans l'algorithme. Vous vous abonnez, si c'est pas déjà fait, pour m'aider à atteindre mes 100 000 abonnés à la fin de l'année. Et puis tant que vous êtes dans les commentaires, dites-moi aussi dans une vidéo, qu'est-ce qui vous donne envie de vous abonner à la chaîne ou voire pas du tout. Il y a peut-être des raisons qui fait que vous vous abonnez pas, que ce soit cette chaîne-là ou d'autres chaînes. Voilà, c'est un petit sondage en complément. Je suis un petit peu curieux, donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors je vous dis dès maintenant, quand la machine arrive, ne faites pas ça tout seul. C'est une machine qui est très lourde, gros carton. Par contre, après le montage, il n'y a rien de compliqué, il faut juste enlever les plastiques, etc. Quelques petites vis, et même les autocollants qui montrent enlever les vis, ils se décollent facilement, ce qui n'est pas le cas au niveau de toutes les machines. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'allumer, et au niveau de l'écran, vous suivez les opérations, la calibration, etc. Bref, on est dans les choses tout à fait standards pour les imprimantes 3D, on va dire, actuelles. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Et même si vous avez le Chidi Box sur le dessus, c'est pareil, il y a les 4 tubes à mettre directement dans le collecteur, à arriver un tube PTFE à l'arrière. Enfin voilà, il y a un câble, il y a vraiment rien de compliqué. L'imprimante est donc très simple à mettre en place. Et pour ce faire, je lance ma première impression, voir si tout marche bien. J'ai pris un des fichiers qui était proposé directement dans la machine, des petites boîtes. Justement, l'impression se déroule sans aucun problème. Et pendant ce temps-là, je découvre justement un peu la machine, je fais le tour, tout ça. Déjà pour me rendre compte qu'il y a la ventilation à l'arrière qui évacue vraiment l'air à l'intérieur, pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'accumulation d'air trop chaud inutile dans la machine. Et au passage, il faut même monitorer sur l'écran directement la température autant du plateau, mais justement l'intérieur de la chambre, ce qui est quand même plutôt très pratique. Et à la fin, j'ai ma petite boîte qui est imprimée et voilà, résultat d'impression vraiment nickel, super état de surface, la première couche vraiment nickel. J'en ai même fait une deuxième histoire de faire voir si l'emboîtement marchait bien, et surtout c'est des petites boîtes qui peuvent être assez pratiques à utiliser au quotidien. Et tant que j'étais dans les modèles d'exemple, je me suis dit je vais essayer quand même le multicouleur. Je prends une espèce de petite chenille, voilà, je lance l'impression et surtout j'en profite pour regarder le temps qu'il faut à la machine pour changer de filament. Et là, je vous le cache pas que ça
prend quand même du temps. On est à plus de 3 minutes pour faire un changement de filament et même pas d'un noir vers le blanc. Donc vraiment, le changement est très très lent au niveau de cette machine-là. Bref, on laisse finir comme ça l'impression 3D. J'ai ma petite chenille qui voilà est terminée. La qualité d'impression est franchement très très propre. Je précise dès maintenant, le plateau accroche plutôt très très bien. En enlevant, j'ai un petit peu forcé, j'ai cassé une partie en dessous voilà, de l'impression. Et surtout, je constate la quantité de déchets très très important au niveau de cette impression multicouleur. Entre la petite chenille et tous les petits déchets à côté, l'imprimante purge énormément. Alors, bien sûr, on peut optimiser les profils pour demander à purger moins, etc., etc., mais j'aime bien voir comment se comporte l'imprimante avec les profils par défaut. Sauf que là, ce n'est pas moi qui ai slicé avec le slicer donc de Chidi, qui est basé sur Orca tout simplement. J'ai pris le modèle par défaut. Et je trouve ça un petit peu étonnant qu'un modèle proposé dans la machine soit pas optimisé, on va dire, au maximum. Mais pourquoi je parle de tout ça maintenant? C'est que vous n'allez pas revoir dans la suite de la vidéo la box au-dessus faire du multicouleur. Et oui, en fait, cette impression m'a conforté dans l'impression que j'avais que cette machine, elle n'est pas faite pour faire du multicouleur. Alors oui, on peut en faire avec, il n'y a pas de problème, mais c'est lent. Pas la machine qui est lente, mais le changement de filament est lent, et en plus la quantité de filaments utilisés est relativement gigantesque. Ce qui fait qu'il y a sûrement des machines beaucoup plus intéressantes sur le marché, voire semi-professionnelles, qui peuvent faire du multicouleur, éventuellement par contre plus cher. Pour dire que oui, on peut faire du multicouleur. Moi, l'intérêt, c'est plutôt d'avoir différents filaments à l'intérieur et en fonction de mes besoins, de basculer de l'un vers l'autre. Et en plus, j'ai le système pour sécher le filament à l'intérieur. Donc, on peut choisir les températures, etc. et tout. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous le dis dès maintenant, c'est partie de la conclusion, on va dire. Cette machine-là, n'achetez pas ce genre de machine pour faire du multicouleur avant tout. Par contre, il y a un besoin ponctuel de multicouleurs, vous allez voir par la suite, pour juste un petit projet. Vous avez effectivement besoin d'avoir différents matériaux ou alors d'utiliser que pour l'interface de vos supports un filament un peu différent. Oui, ça peut être utile, mais vous aurez quand même une grande consommation de filaments et forcément une impression qui va augmenter en temps. Sinon, pendant que je préparais les tests sur la machine, je suis tombé sur ce modèle de mine sous-marine et j'ai mon deuxième fils qui est à fond dans la marine, des machins, etc. Je lui dis tiens, je vais l'imprimer ça. Puis, c'est l'occasion de tester une impression PLA classique sur l'imprimante avec quelque chose qui prend beaucoup de place sur le plateau, que ça soit autant en largeur que sur la hauteur. Je lance l'impression que j'ai préparée avec le logiciel donc de Chidi, je vous disais dans quelques instants, qui est basé sur Orca. J'ai pris les profils par défaut, j'ai lancé l'impression et puis tout se passe sans aucun souci, y compris d'imprimer l'espèce d'éléments comme ça sur la hauteur. À la fin, j'ai tous mes éléments, un petit peu de colle, etc. On assemble. Je fais un tout petit coup de dry brush directement sur le résultat pour avoir un côté un peu moins plastique, on va dire classique. Mais ça marche franchement très très bien et j'ai un modèle qui est quand même plutôt relativement cool et surtout qui a fait plaisir à mon fils. Là maintenant, j'ai commencé à basculer sur les filaments techniques. Alors pour la petite histoire, en dessous de chez moi, mes voisins, une société qui s'appelle Van Designer, ils font de l'aménagement sur mesure de vannes, plutôt qualitatif. Et ils m'ont dit, on a un problème Thomas, c'est qu'au niveau des évacuations de chauffage, ça passe dans les tuyaux, puis dès que ça arrive pour évacuer, ils ont imprimé des pièces en ABS. Le problème, c'est que ça ne résiste pas à la chaleur, ça finit par se déformer, sachant que ça sort, je crois, dans les environs de 150 degrés. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu n'as pas une solution et tout? Je dis, j'ai du filament technique haute température, du PPS renforcé en fibre de verre, en plus un filament qui résiste bien à la déformation, qui est censé bien garder tout ce qui est cotation et ce genre de choses. Je dis, c'est l'occasion, j'ai l'imprimante 3D, j'ai le filament. Il m'envoie les fichiers, je prépare tout ça, je mets la machine à chauffer. Oui, là, c'était l'occasion de faire monter le plateau, la buse à 320 degrés, le système chauffant à l'intérieur à 65 degrés. Je prépare tout ça dans le slicer, le profil proposé par Chidi, c'est leur filament que j'ai utilisé d'ailleurs au passage. J'envoie tout ça dans la machine et là, la première pièce, quand même relativement haute, c'était un test et surtout la surface à la base est pas très très grande. Je me suis dit, ça va se déformer, ça va pas tenir, etc. Surtout au prix du filament.
zéro souci, ça a marché nickel. Et vous voyez, c'est une pièce quand même qui est relativement haute. Ce qui fait que pour eux, ils ont pu tester la pièce, ils l'ont mise au four, ça a résisté à la température et donc j'ai enchaîné avec différentes autres pièces et l'impression s'est passée nickel. Aucun problème de déformation, ultra qualitatif et aux dernières nouvelles, ils en sont quand même plutôt relativement contents. Et avant de passer à la suite, une petite notification de mise à jour du micro-logiciel, bien sûr, faites-le. Alors, je précise quand même, ce genre de machine, vous allez voir un peu plus tard aussi, j'essuie aussi un petit peu les plâtres. C'est une pré-série. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont des petits problèmes, pas vraiment matériel, plutôt logiciel. Donc, toujours faire la mise à jour de votre micro-logiciel, surtout si votre machine, vous venez de la déballer, l'installer. Franchement, faites-le, c'est toujours super important. Quand j'ai reçu la machine, j'ai eu donc différents filaments. Vous avez vu donc ce PPS avant, mais j'ai aussi un PETG transparent bleu qui avait l'air vraiment sympa. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais en faire avec? Et puis, j'ai vu un modèle de vase qui était relativement cool, avec une petite lumière à mettre en dessous. Donc, je mets directement la bobine dans l'imprimante, au niveau du Chidi Box. Il faut savoir que cette bobine a une puce RFID pour avoir justement les informations de filament. Mais non, en fait, dans le menu, rien n'a été détecté. J'ai dû donc rentrer simplement. C'était directement du PETG, la couleur, aucun problème. Mais voilà, ces petites puces comme ça, c'est bien, ça marche, mais ça marche pas toujours. Bref, je lance l'impression en mode vase. Le profil est défini pour des contours de 0,6 mm, sachant que j'ai une buse de 0,4, ce qui veut dire que ça va surextruder l'ensemble. Mais voilà, l'impression se fait relativement bien. D'ailleurs, je vous conseille de faire des vases en mode vase. Faites plutôt du PETG et pas du PLA, ce sera quand même beaucoup plus résistant. Et à la fin, j'ai mon vase qui est parfaitement imprimé. Vous remarquez, j'en ai fait deux. La seule chose, c'est que j'ai voulu tester la précision au moment du slicing dans le slicer pour voir s'il y avait une plus belle courbure. Franchement, en regardant les deux, on voit une petite différence, mais il faut vraiment la chercher. Là, ça valait vraiment pas le coup. Après, il n'y a plus qu'à mettre directement la lumière dans la base. On assemble les deux, tout s'emboîte bien. Et à la fin, il n'y a plus qu'à allumer et on a une petite lampe relativement sympa. Alors, je précise plutôt pour les débutants que j'ai imprimé en PETG pour en fait éviter les problèmes de séparation de couches. En mode vase, ça peut arriver assez facilement. Et cette épaisseur de 0,6, c'est pour qu'il y ait une meilleure adhésion entre les couches et bien sûr avoir un résultat qui tienne dans le temps. Et on retourne dans l'impression de filament plutôt technique avec de l'impression de châssis de drone FPV. Voilà, c'est un truc que je vais tester depuis quelques temps. Je fais effectivement des choses qui volent, pas forcément du FPV, mais voilà, je voulais voir un peu les résistances, les matériaux, avec cette fois-ci du nylon, alors plutôt haute température, renforcé en fibre de verre. On voit que le filament, quand on le déballe, il fait quand même, il est différent des autres, honnêtement. Peut-être parce qu'il est haute température. Bref, dans le slicer, je prépare un petit peu tous les différentes pièces. Je lance l'impression, toujours un peu stressé pour les premières couches. Alors je précise, il y a quand même de la colle en plus sur le lit de l'imprimante 3D, mais ça marche quand même assez bien, j'avoue, enfin assez bien, plutôt très bien. Et vous remarquez aussi en arrière-plan deux gros pas de vis, je viendrai donc par la suite. Une fois que l'impression est terminée, il n'y a pas vraiment de difficulté à enlever les impressions du plateau et surtout c'est l'occasion de voir un peu la rigidité voilà, au niveau de ces pièces. Alors désolé de la mise au point qui est un petit peu floue à certains moments, mais les pièces sont ultra résistantes. En fait, il y a un petit peu d'élasticité, mais pas grand-chose, mais alors ça a l'air d'être vraiment ultra résistant, c'est plutôt quand même franchement très impressionnant. Et pour l'assemblage, je vous le cache pas, j'ai pas vissé, j'ai juste collé pour vous montrer en fait le résultat, mais tout marche vraiment très bien, et surtout j'avoue que je suis quand même super impressionné par les matériaux, le résultat, ce que ça donne, et ça m'ouvre des perspectives effectivement, fabrication de choses à laquelle je ne pensais pas, et en plus du fait que ce nylon est résistant aux plus hautes températures, alors pas comme le PPS que je vous ai montré avant, mais relativement chaud, ce qui fait que vous mettez des moteurs par exemple qui peuvent vite monter en température, et effectivement ça amène beaucoup de perspectives. Et je reviens sur les deux pièces, vous avez vu donc en arrière-plan, en fait c'est un système avec un pas de vis pour faire des pieds de meubles réglables en hauteur. Je vous dis, tant que j'imprime le filament, surtout je voulais voir c'était la rigidité, plutôt le côté résistant, on va dire costaud finalement de la pièce, et j'avoue que c'est quand même plutôt très bien. Alors je précise, et vous le voyez d'ailleurs sur la vidéo, le pas de vis, vraiment les surplombs, il y a un petit peu de mal. Je pense pas que ce soit vraiment lié à la ventilation, plutôt lié au filament. On est vraiment à la limite, ce qui fait qu'on perd un petit peu en précision. Et ça se retrouve quand on veut assembler les pas de vis. Il y a un petit peu de jeu, ça devient un petit peu rigide tout ça. D'ailleurs, j'ai pas pu visser jusqu'au bout. Faudrait poncer un petit peu. Ce n'était qu'un essai, mais par contre, voilà, une fois le problème de tolérance, tout d'angle de pas de vis un petit peu géré, je vous cache pas que c'est ultra résistant.
Alors pour le projet suivant, il faut savoir que je prépare des cours sur Fusion 360 et j'ai fait un porte-téléphone avec un système à induction, voilà, quelque chose d'assez simple. Et bah forcément, il fallait que je teste un peu mes prototypes. Je vous le dis dès maintenant, j'ai testé sur différentes machines, pas que celle-là, mais le gros sur justement la Max 4. Et voilà, donc là, vous avez le PETG que vous avez vu avant, donc pour tester justement mes différents prototypes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, la machine, je vais essayer de faire de la production, c'est pareil, c'est vraiment que pour le test. Je vais remplir directement le plateau, mais surtout des impressions avec de l'ABS renforcé en fibre de verre. Je suis pas fan de l'ABS en général parce que j'aime pas trop les odeurs, mais je me suis dit, bah ouais, c'est quand même une matière qui est quand même ultra pratique. En plus, là, le fait de renforcer en fibre de verre pour quelque chose qui va résister à la déformation et tout, ça a l'air relativement cool. Donc là, voilà, je lance directement l'impression. Je précise ici aussi, j'ai de la colle directement sur le plateau. Le but étant de voir un peu est-ce que ça allait se déformer au niveau de l'impression. La chambre était quand même chauffée elle aussi et forcément tout s'est bien passé. Encore ici un très très gros succès au niveau de ces pièces. Voilà, vous voyez le résultat. J'ai juste fait l'emboîtement des deux pièces, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Donc tout s'emboîte parfaitement pour l'assemblage de tous ces différents supports. Et j'en ai profité pour faire le modèle final, cette fois-ci en PLA, histoire de tester, mais en 2 couleurs, avec mon petit logo en blanc, le corps, on va dire, en bleu. Et à la fin, voilà, il n'y a plus qu'à assembler directement le système à induction, la base et tout. Et j'ai mon porte-téléphone qui permet de recharger directement. Voilà, c'est franchement plutôt cool. Et là, vous allez me dire, mais Thomas, à un moment, tu as parlé justement de ce système, ce Polar Cooler, le boîtier qui se trouve à côté, qui est censé refroidir à l'intérieur. Comment ça marche et tout. Alors, le truc est que le système était activé et tout, puis je voyais pas trop de différence. Je me suis dit, c'est pas grave, vu toutes les impressions que j'ai montrées avant, qu'on marchait vraiment nickel, accroché au plateau, je me suis dit, c'est cool, ça marche franchement très très bien. Et puis, pour les besoins de cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais prendre ma caméra thermique et je vais filmer justement la température qui sort au niveau du tuyau qui arrive au niveau de la tête. Et en fait, il y avait rien qui sortait au niveau de la tête. Le boîtier faisait du bruit, il y avait la condensation qui sortait sur un petit tuyau d'évacuation. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Le tuyau fait sortir de l'eau, mais il tombe à l'arrière. Ouais, mais il tombe dans quoi? Si on soulève le tuyau, ça peut pas évacuer. Donc il faut surélever le boîtier. Alors c'est un petit peu dommage au niveau de ce système-là. Bref, je dis il marche pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à l'origine, quand j'avais posé, Chili m'avait envoyé la machine, je leur ai dit d'accord, mais ce système-là, comment je teste avant, après? Parce que des machines qui évitent du wrapping, tout ça, il y en a quand même pas mal. Les plateaux, j'utilise de la colle en ce qui me concerne. Donc j'ai pas mal. Ils m'ont dit tiens, on t'envoie des tests. Par exemple, tu fais un test, par exemple, faire du wrapping, tu as une espèce de grand cylindre, tu l'imprimes avec le Polar Cooler et donc la chambre chauffante, et puis sans. Donc je commence sans, j'imprime ce grand pavé, et franchement, l'impression, elle accroche très bien. Il y a juste, à la fin de l'impression, lorsque le plateau refroidit, il y a un petit peu de wrapping qui se fait, différence de température, voilà. Donc, et je précise, il n'y avait pas de colle sur le plateau ici. J'avais retourné directement le plateau. Le plateau, j'avais nettoyé, dégraissé pour être sûr qu'il soit comme neuf et donc dans des conditions, on va dire, normales. Donc, à ce niveau-là, déjà le test pour dire que c'était pas le résultat que j'avais tout simplement avec mon PLA, pour moi, me semblait normal. Je teste avec donc le Polar Cooler activé, le fichier 3MF qui m'a envoyé, en fait, qui activait simplement la chambre ici à 50 degrés à l'intérieur. Dans ma tête, je me dis 50 degrés par rapport à du PLA, ça me paraît quand même relativement chaud. Mais bon, il m'envoie des tests, je teste, tout simplement. Et là, je lance l'impression et je me rends compte déjà que sur le côté, la partie, devant, sur le côté, la tour fait un espèce d'arrondi. Il y a la déformation. Alors, ça tient bien au niveau du plateau, mais j'ai de la déformation. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre. L'impression se termine, ça refroidit, exactement pareil, un petit peu de wrapping sur un des côtés, le côté qui est le plus à l'avant. Voilà, chose classique, franchement. Je suis pas étonné pour ce genre de truc, mais pour dire, le Polar Cooler, il a rien changé. Surtout quand j'enlève l'impression, je mets les deux à côté, et je me rends compte que celle avec le Polar Cooler, il y a une espèce de surface qui est un petit peu ondulée à cause du remplissage à l'intérieur. En fait, le résultat était pas forcément celui qui était attendu. C'est-à-dire, le résultat sans la chambre chauffante et sans le Polar Cooler était de meilleure qualité que celui qui était censé proposer le meilleur résultat. Donc, j'ai mis un petit peu de côté tout ça, j'ai laissé le truc tourner, et voilà. Et c'est en fait en regardant
cette truc de température, je vous disais à l'instant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'air qui sort. Donc là, j'échange au moment où j'enregistre la vidéo avec le support technique au niveau de la boîte. Le boîtier, il tourne, etc. Il y a pas, on voit qu'il marche, mais il n'y a pas d'air qui sort. Donc pour vous dire que ce Polar Cooler, c'est une bonne idée sur le principe d'avoir effectivement l'air le plus frais possible au niveau de la tête d'impression, mais sur tous les tests que j'ai faits, j'ai pas vu l'intérêt. C'est-à-dire que de mettre déjà de la colle sur le plateau lorsqu'il y en a besoin, ça marche divinement bien en règle générale. Et puis c'est un boîtier électronique en moins. Il s'active automatiquement, ça fait du bruit en plus quand même, ce qui veut dire que c'est pour moi, dans l'expérience que j'ai, un petit peu un gadget. Alors peut-être que lorsqu'il va marcher, voir si on trouve quelle est la raison du problème, ça sera résolu et qu'il y aura peut-être un super bon résultat au niveau de mes impressions. Mais je suis pas convaincu de l'option. C'est-à-dire que si vous l'avez gratuitement avec la machine au moment de la précommande, tant mieux. De là à l'acheter, j'ai envie de dire, attendez un petit peu les retours pour en savoir un petit peu plus. Et pour finir, un petit truc relativement simple, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est un système, on met simplement les tubes de flèches pour le tir à l'arc dedans, pour marquer à 120 degrés l'emplacement de vos plumes, quelque chose que j'ai fait il y a quelques temps sous Fusion, et une de mes coachs en avait besoin, donc elle m'a dit, je peux me le faire en violet, je lui fais en violet, voilà, on a deux. Mais surtout, c'est pour montrer autre chose. C'est que je peux très bien augmenter la quantité sur le plateau. Là, vous voyez, il y a quand même 145 petits tubes comme ça mis dessus. Donc, ça commence à devenir relativement bien en impression. Mais surtout, si on optimise vraiment l'espace, on arrive à 567 petits systèmes directement sur le plateau. Donc, ça fait beaucoup de filaments. Mais ça peut vous montrer aussi d'avoir une machine qui a un grand volume comme ça permet de faire de la production en volume. Vous imaginez, vous faites un business, par exemple, de vente d'accessoires pour le tir à l'arc, voilà, histoire d'imaginer, vous pouvez faire ça. Le coût de revient par petit tube, c'est quelques centimes, il n'y a quasiment rien en filament. La machine, elle tourne non-stop pour tous les faire et vous êtes tranquille par la suite. Et surtout, c'est qu'à la fin, ces quelques centimes, vous les vendez quelques euros, vous allez marger quand même pas mal pour ce genre de choses. Donc pour dire que voilà, moi je parle souvent pour les imprimantes 3D, c'est un peu différent pour les lasers, mais les imprimantes 3D, je parle effectivement souvent des gens, des trucs de hobby, etc. Mais j'oublie pas qu'il y a des gens, c'est leur business et ce genre de machine, voilà, pour des besoins professionnels, etc., ça peut être relativement intéressant. Et donc, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire sur cette machine, de côté positif, voilà, elle est super costaud, c'est un tank. Voilà, maintenant, il faut voir dans le temps, effectivement, ce que ça va donner, mais elle imprime franchement très très bien, surtout, donc vous avez vu tous les types de matériaux. J'ai pas de reproches à faire vraiment sur la qualité d'impression. Alors, bien sûr, certains matériaux, ça va jouer. Par exemple, les porte-téléphones en ABS renforcés en fibre de verre. La matière fait qu'on n'a pas le plus bel état de surface. On est plutôt à la recherche de rigidité, de qualité. Mais éventuellement, c'est un peu poncé, ça peut être peint, ça peut être traité. Voilà. Mais pour le reste, franchement, rien à redire au niveau de la machine pour la qualité d'impression. Au niveau de la vitesse d'impression, j'ai pas poussé mes mères dans les orties, si on peut dire. J'ai juste cherché à avoir une machine qui marche. Et surtout, les filaments techniques en général, ne veulent pas dire qu'on doit imprimer à fond. Alors oui, du PLA, oui, de l'ABS classique. Je vous cache pas que je vais sûrement faire quelques petits tests complémentaires que je partagerai sûrement sur Instagram et TikTok avec justement des tests d'impression et de flow. La machine est quand même censée monter à 40 mm3, donc c'est quand même pas rien, voir si on peut pousser un petit peu tout ça. Mais pour dire que je ne suis pas à la recherche de la rapidité en règle générale, je suis plutôt à la recherche de la qualité. Voilà. Et pour moi, je pense que ce genre de machine, c'est ce genre de profil à avoir. Donc voilà, diversité des matériaux. À l'usage, au niveau de l'interface et tout, ça marche, je dirais, relativement bien. On est dans du classique. Au niveau du slicer, je suis pas rentré dedans. C'est Orca Slicer avec leur surcouche à eux. C'est exactement pareil que tous les autres slicers. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que les profils de filaments proposés avec la machine, en fait, ce sont les mêmes que les filaments génériques de chez Orca. J'ai pas vu de différence. Je trouve ça un petit peu dommage que ce n'ait pas été plus optimisé. Alors peut-être que les mises à jour par la suite vont arriver. Bref, voilà, machine franchement plutôt excellente. Je vous épargne aussi le côté Wi-Fi envoyé. Enfin voilà, des choses très standards maintenant. C'est pour ça que j'en parle de moins en moins.
Parce que c'est ce qu'on attend d'une machine, effectivement, en 2026. Toutefois, il y a quand même des petits points, on va dire, négatifs. Alors, je vous l'ai dit déjà dès le début de la vidéo, pour moi, la Qidi Box en haut, c'est bien pour gérer ses filaments, avoir le côté dryer, donc pour réchauffer vos filaments, les déshumidifier, et encore, c'est peut-être pas la meilleure solution de la Terre, surtout si on fait du filament purement technique. Mieux vaut avoir un vrai dryer à côté, notamment, je pense, moi, celui de Sunlu, que j'apprécie énormément. Je mettrai le lien en description de mes dryers que j'utilise. Voilà, je trouve que c'est mieux. Par là, ce que je veux dire, c'est que la machine, ce genre de machine a plutôt de l'intérêt avec, sans la Qidi Box que la machine de base, avec un dryer à côté, c'est-à-dire pour le prix du boîtier, achetez-vous justement un dryer en complément. Ou si vous êtes vraiment à la recherche d'une petite machine pour faire du fun en multicouleur, éventuellement achetez-vous une machine multicouleur à côté. À vous de voir en fonction de vraiment ce que vous voulez faire. Mais pour dire que n'achetez pas cette machine-là que pour le multicouleur. Pour moi, je pense que c'est pas la meilleure solution. Gardez-la en tête pour imprimer bien en PLA, en PETG, en ABS, en nylon, etc., etc. Et là, franchement, elle marche très très bien. Donc voilà, ça c'était premier entre guillemets défaut. Bon, voilà. Après, elle est pas, le boîtier externe n'est pas non plus le plus cher. À vous de voir, mais là-dessus. Dans les autres points, justement, le boîtier aussi, une raison pour laquelle je ne le conseille pas trop, il fait du bruit. Il fait du bruit quand il rembobine le filament. Il y a des cliquetis. C'est super désagréable. Et en plus, lorsque vous allumez la machine par défaut, elle est faite pour détecter les différentes bobines de filament. Donc, elle va les entraîner, les ressortir. Pendant 1 minute, ça fait clic, 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 clic tout le temps. C'est super désagréable. Et même quand elle va marcher, changer de filament multicouleur, ça fait du bruit. Et justement, la machine est un peu bruyante, il y a beaucoup plus discret. Pourquoi ? Parce que vous avez toutes sortes de ventilations à l'intérieur pour filtrer justement l'air. Vous avez le polar cooler à côté qui fait aussi du bruit. Donc voilà, c'est une machine, ça pourrait être moins bruyant, ça pourrait être beaucoup plus bruyant, mais voilà, c'est une machine typiquement faite pour un atelier et pas mettre dans une chambre à côté de votre lit, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, ça ne l'oubliez pas. Mais pour dire que voilà, il est un petit peu bruyante. Et enfin, j'ai eu des petites erreurs de micro-logiciels par-ci par-là. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont testé la machine, qui ont eu plus de problèmes. J'ai peut-être eu de la chance. J'en ai eu 1 ou 2, notamment avant la dernière mise à jour du micro-logiciel que j'ai faite. Voilà, donc pour l'occasion aussi, pour vous dire ce que je fais assez rarement, parce que j'ai pas trop l'occasion, en général j'ai de la chance, mais là j'ai contacté le support technique de Qidi pour 2 problèmes, un qui concerne le polar cooler, et puis un autre qui concerne le boîtier là-haut, qui, à un moment donné, n'ingurgitait plus le filament. Et du fait que le filament n'était plus ingurgité par le boîtier, lorsque vous lanciez l'impression ne se lançait pas. En fait, en gros, ça chauffait, puis dès qu'il fallait gérer le filament, elle se mettait en pause. Impossible de déposer. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre et tout. J'avais pas à comprendre quelle était la cause. Donc, j'ai contacté le support technique en expliquant mes 2 problèmes et je l'ai fait comme quelqu'un de lambda. J'aurais pu passer par mon contact, on va dire, chez Qidi Marketing. Non, je suis passé par le support technique. J'ai envoyé ça, je crois, je sais plus, le midi ou le soir. J'ai une réponse dans les moins de 24 heures. Alors, forcément, qui veut un peu plus d'informations et tout. Et le problème était du filament qui était bloqué et c'est ce qu'ils m'ont trouvé, bloqué au niveau du système en fait du hub qui reçoit les 4 filaments pour aller vers un seul filament. Et oui, il y avait le filament, l'ABS renforcé en fibre de verre qui s'était cassé en fait à l'intérieur. Et oui, c'est un filament qui est très sensible à l'humidité. Il était resté dans la bobine, j'avais dû laisser ouvert et tout. Et en fait, il s'était cassé, mais cassé au point qu'en faisant des allers-retours, il y a un bout de filament qui est rentré dans l'autre et ça a bloqué à l'intérieur du PTFE. Ce qui veut dire qu'il y avait un filament qui était bloqué dans ce hub et donc pour le hub, il y a du filament qui était dedans, donc il n'acceptait pas les autres filaments et même quand j'ai voulu faire de la rétraction, le filament est sorti, ça ne voulait pas re-rentrer jusqu'à ce que je constate, ça a l'air de la machine, on ne voit pas, que j'avais du filament qui était coincé dans le tube tout simplement. Donc le support technique a été plutôt efficace sur ce point-là, assez réactif. Là, j'ai encore le problème donc du polar cooler qui est en cours, on fait des tests, etc. Donc pas mal d'allers-retours. Donc voilà, le support technique, de là dire, ils m'ont répondu dans les 2 minutes et 3 minutes après, c'était résolu, non. Mais j'ai de l'interaction avec eux, ça se passe plutôt bien. Je précise toutefois, je fais le support technique en anglais et pas en français.
Voilà, vous avez donc la vision globale de cette machine, plutôt positive quand même dans l'ensemble, malgré ces quelques petits points, on va dire, négatifs. Je le répète encore, le polar couleur, j'ai envie de dire, bon, à voir quand il marchera, peut-être que mon avis va changer. Donc si mon avis change, je ferai voilà une petite vidéo complémentaire autour de la machine, mais c'est clairement la machine que je vais garder pour mes filaments techniques. Elle est vraiment taillée pour. Et puis voilà, je me sens en confiance quand je l'utilise parce que tout ce que j'ai fait, et j'ai fait des filaments que j'avais jamais testés avant et ça a marché vraiment nickel. Et au passage, c'est des filaments techniques donc de Chidi et j'ai vu effectivement, ils proposent pas mal de filaments à des prix assez intéressants par rapport à d'autres marques que j'ai vues. Donc même si vous n'avez pas cette machine-là, c'est peut-être le coup de voir effectivement leurs filaments techniques. Et donc tout ça pour une machine à ce prix-là, j'avoue que c'est quand même franchement plutôt intéressant. Voilà, maintenant il y a peut-être d'autres solutions concurrentes à laquelle je ne le pense pas, mais j'en vois pas trop. Ce qui veut dire que c'est une marque que je vais continuer à tester, hein, voir peut-être la Q2, effectivement, qui est plus petit, ou peut-être d'autres machines par la suite. Le seul truc, c'est que voilà, il va falloir que je la déplace dans mon autre atelier et vu le poids, il va falloir que je trouve quelqu'un pour pas me péter le dos. Mais c'est pareil, une machine longue, pour moi, c'est pas un problème, plutôt, ça va permettre de stabiliser les choses. Donc, pourquoi pas. En tout cas, bah voilà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis sur cette machine. Peut-être que vous avez de l'expérience avec, peut-être avec la marque, peut-être que vous avez des galères ou peut-être des succès. Voilà, partagez tout ça avec la communauté. Bien sûr, vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok principalement, le canal sur Instagram où je raconte la vie de la chaîne YouTube. Par exemple, ce petit coup du filament qui était bloqué dans le PTFE, je l'ai partagé directement au niveau de la communauté. Comme ça, voilà, les gens voient un petit peu aussi mes galères et mes succès, hein, vraiment au niveau de l'ensemble. Bien sûr, vous avez le serveur Discord pour échanger autour de vos différentes créations. Voilà, ce que vous faites avec de l'impression 3D et pas que. Et puis bien sûr, vous avez liké la vidéo, vous êtes abonné, etc., etc. Et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Avec des gros bisous. Bye bye.